D'abord, je voudrais vraiment vous remercier, Emma. J'ai vraiment beaucoup aimé votre communication, votre va-et-vient entre le voir et l'écrire. C'était vraiment magnifique. Et parmi les belles choses que j'ai retenues, et une piste que j'aimerais beaucoup suivre aussi, c'est ce que vous avez dit sur Ostovani et la série pour protéger la liberté d'Ulysse. Parce que je me suis dit que nous avions parlé de la leçon du peintre et que là, ce pourrait être la leçon du poète. Puisque la répétition de ce disque qui va tenir sa liberté, c'est peut-être ce que le poète a la chance de faire dans les pages qui se succèdent, et peut-être Jean-Paul Michel, toute la question de la réécriture permanente des mêmes textes qui pourraient. Est-ce que on pourrait les associer au moins analogiquement à la série? Je crois, oui. Pour ce qui est de Ostovani et d'Élise, ce qui m'a frappé, c'est qu'Ostovani a choisi la fleur qui est peut-être, presque la plus symbolique qui soit. Et le symbole, ça arrive par le moyen de la répétition, sinon ce ne serait pas un symbole, mais pourtant il emploie la répétition pour insister sur la fleur matérielle, la fleur qui va mourir. Et je le trouve très intéressant aussi dans l'œuvre de Michel, la façon dont la répétition des mots avec des phrases, des expressions, avec la variation, l'effet n'est pas de les isoler du monde, mais plutôt de les réinsérer dans le monde physique. Je ne sais pas si ça... C'est encore une autre bifurcation. Ah non, pardon. C'est bien, c'est bien. Je crois profondément qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que je fais, une sorte de réagencement continu de toujours les mêmes choses autrement. C'est-à-dire que l'idée de la métaphore, de la comparaison avec le travail d'Ostovani, qui dessine 49 fois la même fleur, avec ce commentaire dont on en avons parlé, un dessin, ça ne suffit pas, c'est exactement mon sentiment, touchant quoi que ce soit qui se puisse écrire, ça ne suffit jamais. C'est-à-dire il y a toujours lieu de relancer la balle, exactement comme l'expérience nous relance enfin dans la nécessité de répondre à nouveau. Donc il y a un très très profond parallèle, à mes yeux, entre le dessinateur qui tous les jours revient à la fleur, qui entre-temps est devenue une autre fleur et qui demain sera encore une autre avec laquelle il n'en a pas fini, il n'en aura même pas fini avec elle, quand la fleur en aura fini. Et, et le fait d'écrire, tout simplement, j'allais dire au jour le jour. Et c'est un autre moyen aussi de percevoir le travail de Giacometti, de ne pas le voir en tant que problème existentiel de j'échoue donc j'essaie encore, c'est pas du tout ça. C'est la répétition, le fait de retravailler, c'est ce qui est important. Un infini doit répondre à un infini, sinon nous sommes à côté du jeu. Cet infini, il nous est donné sans que nous ayons à choisir. Nous sommes plongés en lui, il nous emporte. Et la mince possibilité qui nous est donnée de lui faire face, c'est de n'en finir pas trop vite avec lui. Voilà un peu les données générales du jeu. Et personnellement, je voudrais vous remercier de l'insistance mise sur, parce que je ne l'avais pas perçue comme telle jamais, alors qu'elle est indiscutablement extrêmement présente, elle avait été très convaincante dans la totalité de commentaires ou d'occurrences qui, à mes yeux, étaient totalement indépendantes les unes des autres. Vous avez retrouvé entre elles un fil qui est absolument continu et qui est décisif, et qui est celui de ce que vous avez appelé la double négation. En effet, disons, le négateur absolu qui a pu se voir en moi l'adolescent a toujours eu affaire à la règle. Il y a là quelque chose, si vous voulez, on ne peut pas jouer sans la règle. On serait dans un simple néant. Oui, tant et si bien que c'est vraiment la conscience de la fatalité du rapport à la règle, elle est présente d'un bout à l'autre, et sous des espèces qui finalement ne s'assagissent entre guillemets un tant soit peu, que lorsque, par exemple avec le Bromellec, ou avec le cadrage carré, toujours carré des photos de Faucon, on accepte un jour, en effet, travailler dans le pictural, c'est travailler dans deux dimensions, et que puisqu'il faut un cadre, tant vaut faire avec un cadre.
Et ça n'est qu'à la condition d'accepter d'abord cette double contrainte du plan et du cadre, qu'une petite liberté sera peut-être possible, si un peu de grâce nous touche. Vous voyez, mais cette insistance du rapport à la règle, à mes yeux, elle est évidemment décisive, structurante d'un bout à l'autre. Et quel qu'ait pu être le sentiment à de certains moments d'optimisme un peu exalté, de certains des moments de la jeunesse, qu'on puisse en finir avec toute règle. Et évidemment non. Et la règle est toujours là. C'est la colonne vertébrale du négateur. Vous voyez, parce que sans ce rapport, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité de parler, il n'y a pas de possibilité de prendre une position. Vous voyez, prendre une position, c'est déjà s'orienter. S'orienter, c'est retrouver la totalité du jeu avec toutes ses contraintes et la nécessité de choisir. Et tout ce que, vraiment, j'ai été très très touché par cette manière de ramener dans le jeu ce qui sont les conditions véritables du jeu, et qu'à mes yeux, une bonne partie du présent, disons, dans la poésie, fait semblant d'ignorer. Ou fait comme si on pouvait ne rencontrer pas ces contraintes-là. Ce qui, en vérité, me paraît d'un optimisme un peu désespérant, parce que je crois que c'est faux d'un bout à l'autre. Merci. Je voulais absolument pas minimiser l'éclat et la splendeur, mais justement dire qu'il faut cligner les paupières un peu devant cela. Mais pour qu'il y ait de l'éclat et de la splendeur, il faut admettre qu'il y a du rayonnement et que nous n'avons qu'un œil humain. Donc il nous faut faire avec tout ça. Et encore autre chose, et le mot que nous pouvons employer pour désigner la puissance de l'éclat, et le fait d'enregistrer l'éclat comme éclat, qui fait qu'en même temps nous le manquons toujours, et en même temps ça n'est que lui que nous voulons toujours. Et de telle sorte que l'efficacité de votre proposition conceptuelle, touchant la double négation, me paraît vraiment une façon de synthétiser. Et je n'avais jamais prêté attention au fait que, par exemple, commençant le Gourmelet ou Faucon, au fond, j'étais exactement en train de débattre avec moi-même du problème de mon poème et la grammaire. Et donc, merci infiniment pour ce coup de lampe torche dans les yeux. Et oui, c'était ça. Vous avez toujours une question à poser? Oui. Et ensuite, Vous soulignez l'emploi du mot chance chez Jean-Paul. Je présume que vous considérez que le mot chance, ou vous considérez ou non, je ne sais pas, chez Jean-Paul, a de fortes connotations de rapprochement avec le mot chance chez Bataille, chez Georges Bataille. Et là, je ne suis pas du tout spécialiste de Bataille. Non, parce que chez Bataille, le mot chance est central. En fait, j'ai essayé de cerner tout au long de ces derniers jours la différence entre chance et hasard, et je ne suis pas arrivée. Pour moi, le hasard, ça fait référence à Mallarmé, et la chance, c'est plutôt le mot de Jean-Paul Michel. Mais dans ces rapports avec Bataille, il y a d'autres qui pourront répondre beaucoup mieux que moi, je crois. Avec Lacan, on parle de contingence et de tuquet. C'est comme ça qu'il a trace. Oui, moi j'ai été très intéressée. D'abord, j'ai trouvé la communication tout à fait remarquable, donc je voulais d'abord t'en remercier. Et ensuite, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le développement que tu as fait sur la chaussure. Et cette tension entre le haut et le bas, mais aussi entre le lestage qui permet le délestage d'une certaine façon. Donc voilà, c'est une simple remarque. Je ne sais pas si tu veux approfondir cette présence de l'aide, de la chaussure. Enfin, c'était assez. Ça me semble quelque chose d'important. J'ai commencé à réfléchir à ça encore un peu plus hier quand Jean-Paul Michel a parlé du recto verso et d'en haut à droite et d'en bas à gauche puis à droite. Et je me suis demandé comment ça marche dans un poème de vers centré où on ne pense pas forcément à la double page et que si le haut du recto ou du verso, là où les vers sont écrits, s'il y a cette même problématique de questions et de réponses, et enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Non, ça ne concerne pas. Le dispositif que je décrivais hier ne concerne pas les vers centraux.
D'accord. C'est ce Les que j'ai versions pensé. oreilles, Oui. Ils sont emportés par leur propre mouvement, que le poème soit long ou court. Et ce qui compte, c'est le vibrato interne. C'est la vie sans fin. Et c'est, je dirais, l'élasticité du verre. C'est-à-dire, ce que je trouve merveilleux dans cette forme, c'est aussi qu'on peut avoir un verre de 20 pieds et une seule syllabe pour lui répondre. Donc c'est vraiment le zigzag vivant qui m'importe là-dedans. En revanche, dans les premiers poèmes, les poèmes écrits à Ciseaux, alors là, le dispositif, je dirais, orchestral est extrêmement rigoureux. Et hier, nous parlions de ça ce matin avec Michael, je voulais dire, en fait, la formule exacte de ce que je cherche à faire, nous l'avons eu hier au concert. C'est une ligne de musique et la voix. Tous les enjeux qui pouvaient être ceux qui me tracassaient, qui me tracassent d'ailleurs toujours, avec dans le fils après la mort son chanteur, ils étaient là, en acte. Donc on a l'impression d'inventer la poudre. Tout le monde a toujours déjà su ça, dans le chœur antique, dans le rapport du chanteur à l'instrument. Hier, j'avais physiquement, en acte, sous les yeux, de manière parfaite, et dans l'oreille, ce que je cherche. Voilà. Et pas du tout avec le sentiment de l'avoir atteint. Je le cherche toujours. Mais là, j'ai vu, disons, nous parlons de ça ce matin avec Michael, je veux dire, en fait, la formule dynamique, vous voyez, que j'attendais absolument comme ce qui pouvait nous arracher à la torpeur ou à l'ennui, vous voyez, des livres qui nous tombent des mains, eh bien, la formule en était là, elle est musicale, et la gageure était de lui trouver un équivalent visuel tenable pour qui écrit. Donc la multiplication des voix, un dispositif cynique, une règle d'orchestration, et puis une place pour l'écoute, pour le chant. Et c'est tout. C'est vraiment très très minimal. Vous voyez les éléments mis en jeu là-dedans. Je ne dirais pas du tout que j'ai atteint les fins que m'a proposées. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui est en chantier, tout ça. Et ce qui est intéressant, pour revenir au texte de Giacometti, c'est que ce n'est pas un texte en vers centré. On aurait pu être tenté de faire ça pour imiter la forme, peut-être, de la figure. Mais en fait, il y a des phrases assez courtes, des paragraphes, si ça se dit, au début assez courts, et puis ce lourd paragraphe en bas. Mais tu as évoqué à un moment, me semble-t-il, la dérision ou l'humour, qui serait... je ne sais pas si tu évoquais une esthétique grotesque à cause de la chaussure, un travail sur le rabaissement, et je ne sais pas exactement ce que tu as voulu dire. Non, je n'ai pas voulu dire qu'il y avait un côté grotesque, mais plutôt de l'humour très doux. C'est comme chez Ponge, quand il parle c'est proche de Rognon, il fait la comparaison avec une figure de Giacometti et le grand pied. Oui, et il y a un côté un peu comique, mais c'est pas. Moi, je dirais pas du tout grotesque. Ouais. Merci Emma pour cette communication qui a ouvert beaucoup de portes. Nous sont venues deux remarques à partir de l'écoute que j'ai eue de votre présentation. La première, qui est peut-être un peu anecdotique, mais que cette idée de la double négation, elle se retrouve dans le pseudonyme. Parce que Jean-Michel Chénard, c'est la double négation. Absolument. Et cette double négation amène à un acquiescement. Absolument. Donc voilà, ça c'était une petite remarque. Et la deuxième, c'est que ce que vous avez bien montré en choisissant ces extraits de le nom d'être et chance, etc., c'est le léger décalage qui amène le lecteur de Jean-Paul Michel à se dire mais j'ai déjà lu ça quelque part, c'est-à-dire à devenir actif. Finalement, on le retrouve justement, et ça rejoint la première communication dans le vers centré, dans le poème de vers centré, c'est-à-dire à cette spirale où on repasse par les mêmes points mais où on est toujours ailleurs, comme dans une quenouille d'ailleurs, où finalement on n'est pas tout à fait au même endroit, mais on repasse par les mêmes points et c'est ce passage par les mêmes points qui va impulser une dynamique. Absolument. Ça fait le lien finalement entre les deux moments actuellement de l'heure, où on peut reprendre les mêmes choses mais on va ailleurs. Et je pense que l'une des raisons pourquoi je me suis arrêté sur le poème de vers centré, le poème de vers centré m'a été donné dans une circonstance très très précise.
Le premier de ces poèmes, c'est le poème à mémoire Pontélia. C'est lui qui a ensuite engendré toute cette série. C'était vraiment sous le coup d'une promotion extrêmement puissante avec laquelle j'avais le sentiment que je ne pouvais pas répondre par les mises en scène antérieures. Il y avait quelque chose là qui était fort clos. Je devais impérativement trouver une voie spéciale pour répondre en cette circonstance-là d'une façon spéciale. Et avec d'ailleurs un profond retour vraiment d'un passé profond de la culture. Le premier titre de ce poème, c'était « Poème d'adieu dans un goût ancien ». Juste, pardon. Non, je voulais rebondir en fait sur ce qu'a dit Marie, c'était sur l'évocation de la théologie négative, sur la double négation. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait travailler, parce que ça me paraît assez important à souligner, à partir de cette double négation, l'idée de théologie négative aussi. Alors, Emma, vous nous avez donné, je crois à tous, le désir de lire l'Évangile, parce qu'elle pose la forme sur un plan qui est étranger à toutes les années positivistes des années 70-80. Et justement, je me demandais comment intégrer, parce qu'il y a un entretien, je ne sais pas si c'est avec Mathieu ou avec Tristan Ordet, où l'intervieweur demande à Michel, mais est-ce que vous croyez que l'on peut poser dans le poème, introduire dans le poème, des énoncés théoriques? Est-ce que le poème est assez large pour intégrer ces énoncés théoriques, comme les signes sont lettres de lettres, ou avec la chance? Et je me disais, mais la question n'est pas celle-là, parce que ces énoncés théoriques sont comme à chaque fois attirés, comme invaginés par la formalisation générale du poème. Et ils sont comme des gestes d'art, comme on les trouve chez Spinoza, qui était un polisseur. Et il polit chaque fois ces formulations abstraites. Pour moi, ce ne sont pas des énoncés théoriques. C'est l'enregistrement d'une expérience, c'est l'enregistrement brut d'un et pour ça, il faut cette approche de la forme qui est passionnante, parce qu'elle ne s'oppose jamais à la dynamique, à une sorte. Non, pardon, non, mais la question se pose réellement. Un poème peut-il accepter un énoncé théorique? Des poèmes irréguliers de vers centré, j'ai dit, ils peuvent tout accepter. Ils peuvent tout accepter. Parce que la forme, une telle élasticité, vous voyez que si l'ingrédient n'est pas trop répulsif, le poème de vers centré a la puissance, disons, l'élasticité voulue pour ne pas rompre et pouvoir l'accepter. Mais le théorique, ça commence par la mise à distance du sujet et de l'énoncé. Hein, le poème, ça commence presque quand celui-là a disparu de la scène, de telle sorte qu'un énoncé comme le vrai nom d'être des chances, pour moi, c'est pas du tout un énoncé théorique, c'est un coup aveuglant, vous voyez, un coup aveuglant, la révélation aveuglante d'une évidence indiscutable, qui se passe de toute justification théorique. Oui. Pardonnez-moi, j'ai été interrompu tout à l'heure par une chose, je voulais vous répondre à propos de l'élasticité, justement, ce que j'appelais à l'instant l'élasticité du poème de vers centré. Et je pense que la raison pourquoi j'ai été conduit, disons, à en faire l'essai, parce qu'il ne s'agit de rien d'autre, hein, j'avais appelé ça l'essai d'une forme, c'est justement son coefficient de déformation possible et le côté vivant qui en suit. C'est-à-dire, je poursuivais toujours au fond la même fin, par des moyens qui pouvaient sembler très différents, mais qui était de conserver au poème sa puissance de surprise. Et il y avait dans cette manière de faire, me semble-t-il, la possibilité de conserver vivante, vous voyez, la puissance de la surprise possible, précisément parce que
il y avait de l'incalculable dans l'irrégularité de ces vers. Et le coup d'accordéon, vous voyez, qui, sans prévenir, vire au moment où on ne l'attend pas, et avec l'énorme capacité d'une forme sans forme, comme disait Mathieu, dans un de ses entretiens, me semblait offrir la possibilité d'inscription vivante, quoi, un peu énergétique. Je ne sais pas s'il y a de l'irrégularité, que c'est possible, et que le centre est possible. Voilà, Parce oui, qu'évidemment, voilà, si absolument. c'était Et en même temps, central, voilà, et en même temps, il y a un retour au centre, mais non, à chaque vers. Donc, y compris avec une seule syllabe. absolument, absolument. Une syllabe comme notation musicale, il n'y a rien d'autre. Mais c'est une note. Deux remarques, deux questions supplémentaires, et puis une petite pause. Eric et ensuite Edmondo. C'est pas vraiment une remarque, c'est une réaction qui va un petit peu dans le sens de la réaction de Michael tout à l'heure, à propos des chants d'amour que vous avez montré, notamment la dernière, et qui me renvoyait en fait à ce que disait Guillaume il y a 2 jours, je crois, tant pas tellement vite, je ne sais plus, à propos de la problématique du temps et de l'espace, du dedans, du dehors, et je me disais que finalement cette image-là, elle nous fait peut-être comprendre que nos catégories sont à réinventer, parce qu'en fait, nous sommes mis dedans et dehors, dans un hors-temps, mais dans du temps potentiel. Et en vous écoutant parler, si on réfléchit à ma remarque, je me disais que peut-être on rejoindrait, peut-être on reprend la notion d'emblème quand on a employé au XVIIe siècle, je crois, c'est-à-dire quelque chose qui est visuel, qui est de l'ordre de la représentation, qui est symbolique, sauf qui est affirmé comme tel, certes, mais qui en même temps est du récit potentiel. Peut-être que, alors, que je n'y parle n'importe quoi, je m'excuse, mais je me disais que le cinéma auquel nous sommes habitués, parce qu'il y a un art visuel dont on ne parle pas, tous, nous habituer à ce que Guillaume appelait la simultanéité, enfin je ne sais plus quel terme il a employé, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui, peut-être à cause du cinéma, de notre réalisation cinématographique, habitués à faire des montages qui sont temporels, c'est-à-dire que la belle image de la chambre d'amour avec le lit d'effet, etc., c'est potentiellement une histoire qu'on n'a même pas racontée parce qu'elle est déjà contenue dedans. Au-delà de la fenêtre, comme au cinéma, il est là, quelque part, dans notre esprit. Il faudrait peut-être inventer un mot pour cet emblème moderne qui serait ce genre d'image qui bouscule les catégories du dedans, du dehors, de la temporelle, de l'instantané, du développé, qui a cette capacité-là de je ne sais quoi. Je nous rappelais un mode de perception qui est très moderne, peut-être. Je me suis dit, je suis en train de dire que ça ressemble à ce qu'on faisait au XVIIe siècle. Il y a quelque chose de fascinant, qui nous fascine d'autant plus que c'est peut-être notre mode d'être le plus. Parce que Guillaume disait qu'il fallait peut-être dépasser un certain état de la philosophie à propos de la phénoménologie, etc. Et peut-être que là, il y a moyen de le faire, peut-être. C'est un dommage. Enfin, j'ai beaucoup de compétences de philosophie. Quand on feuillette ce livre de chambres d'amour, je crois qu'on s'aperçoit d'abord du fait que les chambres sont vides, ou presque, et on voit le lit d'effet, on se pose des questions à propos des histoires, et puis petit à petit on se rend compte qu'il y a presque toujours une fenêtre dans la chambre, mais qu'on ne voit pas ce qu'il y a dehors. On voit qu'il y a du dehors, mais on ne voit pas ce qu'il y a. Et finalement, à la fin du livre, les images que j'ai montrées à la fin, ce sont vraiment des images de la fin du livre, où il y a la lumière qui rentre par cette fenêtre. Et c'est comme le dehors qui rentre dedans. Je comprends tout à fait que Michael pensait à Orverdi, les paysages orverdiens sont sans figure. Je pense à jamais des figures absentes. Elles sont sans figure. Enfin, c'est un peintre qui n'a jamais réussi à mettre qui que ce soit. Comme ça, je voulais vous demander sur le concept d'exprasis, sur l'œuvre de Jean-Paul Michel, et spécialement sur votre lecture de l'œuvre sur Gauguin à bien vu. Parce que, par exemple, on a l'exemple de Francis Ponge qui fait l'express, le verbe d'eau, qui veut être très précis, seulement d'écrire. Dans le poème de Jean-Paul Michel, il fait
il a fait une lecture de la peinture qui n'est pas en décision. Mais à la fin, il dit que si ce poème ne fait les phrases de la peinture, il est manqué. Donc c'est comme en faisant des phrases, en besoin de phrases, mais dans une position, dans un point de vue complètement. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi sur ça. Oui, le poème Gauguin, il y avait suffisamment d'éléments que je pourrais, enfin je l'espère, reconnaître la peinture, ou bien l'une des peintures de laquelle il s'agissait, avec chevaux et violets, j'ai pu trouver la peinture. Mais ce qui m'intéresse du point de vue plutôt ekphrastique, c'est de l'ekphrase matérielle, physique, que ce n'est pas vraiment faire entrer dans le poème des éléments picturaux de la peinture, de la sculpture, de la photographie, mais plutôt essayer de trouver une langue suffisamment matérielle pour rendre compte de l'existence matérielle de l'œuvre d'art, si ça veut dire quelque chose. Mais aussi que les poètes parce que ekphrase, c'est de mettre devant le lieu la chose. Ça c'est mais les poètes ne mettent pas la peinture de Gauguin, mais je crois qu'ils mettent le désir de chercher la peinture et de le voir avec ses yeux. Donc il y a une sorte d'ambiguïté, pardonnez-moi, il y a une sorte d'ambiguïté, je pense pour un lecteur, une ambiguïté possible, mais directement imputable, et par-dessus laquelle je suis passé, disons la chose ainsi, c'est qu'il peut avoir le sentiment, écrivant ce poème, Gauguin l'avait bien vu, que j'ai précisément en tête un tableau de Gauguin que j'essaie de décrire. Ce n'est pas du tout le cas. J'avais dans la tête, bien sûr, le tableau, et vous avez bien identifié les chevaux de l'ombre violette, mais ma surprise avait été celle de la couleur de l'ombre. En cet instant de ce jour-là, et à cette heure de ce mois, sous ce chêne, dont les feuilles étaient rouges. Les feuilles d'un chêne, normalement, c'est vert. C'est l'effet de surprise de voir des feuilles rouges à un arbre qui déjà m'a saisi. Et le sang dont je parle, qui sèche dans les arbres, c'est vraiment une impression visuelle qui n'est née que de la surprise de l'enregistrement, du fait coloré. Associé à cet autre fait, c'est là que Gauguin est venu au premier rang en disant mais tiens, c'est exactement ça. Lui aussi a vu cela et l'a peint. C'est de voir effectivement comment un changement de la lumière à une certaine heure fait changer totalement de couleur l'ombre du sous-bois, qui était auparavant de l'or pur, et qui en un instant bascule dans un mauve sombre, vraiment une couleur de bruyère. Si bien que, vous voyez, c'est une sorte de clash entre l'image peinte d'un peintre qui assurément avait des yeux pour voir, ce qui fait que ce que l'on aurait pu attribuer au simple arbitraire ou à la simple liberté de l'artiste, donner la couleur qu'il voulait à l'ombre en question, en vérité c'était aussi autre chose, c'était en même temps cela et aussi autre chose. Et une sorte de témoignage véridique de ce qu'en effet, à de certaines heures, l'ombre pouvait avoir de ces couleurs. Alors le fait de se trouver comme ça, mais vraiment sous l'effet d'une violente surprise, c'est ça la réalité. Enfin, ce qui m'intéresse dans le poème, ce qui me met en mouvement dans le poème, c'est toujours un truc comme ça. Et c'est toujours la surprise de quelque chose d'impensable et pourtant indiscutablement là, qui crève les yeux, et dont on ne peut pas faire comme si on n'avait pas vu. Mais sauf à se défiler honteusement, c'est-à-dire à manquer absolument à tous ses devoirs. Alors, merci. Merci à vous.